Alors, s'agissant d'un colloque organisé en partie par les économistes catholiques, vous comprendrez qu'on ne peut pas évacuer la question économique, même si ce n'est pas là non plus le cœur de l'encyclique. Et comme on va l'aborder sous des angles complémentaires, on a choisi un titre qui est peut-être un peu long ou alambiqué, qui essaie de résumer cela dans le programme « Marché ou État face aux questions économiques, à la croissance et à la décroissance ». Vaste programme. Et donc on va avoir 3 interventions suivies d'une discussion. Alors, dans l'ordre peut-être qui me semble le plus logique, en premier, on entendra Pierre de Lauzun, qui a examiné à l'intérieur de l'encyclique, si je puis dire, un certain nombre d'aspects économiques. Donc on reste étroitement lié à l'encyclique. Ensuite, Gérard Doris, qui lui va rebondir sur le thème de la croissance et de la décroissance, et puis un certain nombre d'autres aspects. Et Pierre Garello en troisième, qui lui interviendra, je dirais uniquement, mais c'est pas restrictif, du point de vue économique, pour voir comment on peut régler des questions telles que les ressources naturelles ou d'autres d'un point de vue économique. Et donc je vous propose de commencer immédiatement par Pierre de Lauzun. Je suppose que oui, je ne sais pas, ça marche bien, là, vous m'entendez? Sinon, vous prenez celui-là, je vais peut-être prendre celui-là. C'est Merci bien. Donc, si vous ne m'entendez plus, réagissez, puisque effectivement, les laïcs sont supposés réagir lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Moi, je me place du point de vue principalement des entreprises, du marché et au resco référence de la finance. Donc, vous savez que l'encyclique a été très attaquée dans les milieux qui, aux États-Unis, s'intéressent à l'économie et aux entreprises d'un point de vue chrétien. C'est le pays où, de très loin, il y a le plus de réflexion sur ces sujets-là, et la réception a été très, très mélangée. Alors, certains, pour des raisons, parce qu'ils étaient climato-sceptiques, certains parce qu'ils ne reconnaissaient pas au pape la compétence à parler dans ces domaines, certains parce qu'ils estimaient qu'il y avait discontinuité par rapport à la doctrine sociale de l'Église. Donc j'élimine ces différents points de vue qui ne sont pas celui que je défends, et je crois que la démonstration qui a été faite tout à l'heure, notamment par mon voisin de gauche, confirme la totale continuité doctrinale de l'encyclique par rapport à la doctrine sociale et à ses prédécesseurs. En revanche, ce malaise, lui, il a une cause bien réelle. C'est que pour quelqu'un qui est dans une entreprise, qui s'intéresse aux entreprises, et a fortiori qui s'intéresse au marché, l'encyclique apparaît extrêmement étrange. Extrêmement étrange. C'est-à-dire, elle décrit un monde, alors d'une part, qui est catastrophique non seulement sur le plan écologique, mais sur le plan économique, ce qui n'est pas la réalité, et d'autres, mais ça on en parlera tout à l'heure, mais d'autre part, aborde les sujets des entreprises, marché et finances en termes exclusivement négatifs. Moi, je me suis livré à une étude des thèmes où on parle d'entreprise ou de marché ou de finance. Ce n'est que négatif, c'est-à-dire pour dénoncer des agissements mauvais, négatifs, pervers d'entreprise ou du marché. Alors, soyons clairs, ce qui est dénoncé est vrai, c'est-à-dire ce produit. C'est pas là la question. C'est pas la question mais du coup, comme ces fonctions ne sont abordées que sous l'angle négatif, il est clair que ça a 2 inconvénients. D'abord, ça donne une image fausse de la réalité. Deuxièmement, ça envoie un message faux. C'est-à-dire, ça envoie un message implicite que ces réalités de notre monde, totalement centrales dans notre vie collective, quand on les cite, n'interviennent que de façon mauvaise. Je pourrais vous donner une série d'exemples, j'en ai là, mais je ne veux pas développer excessivement. Vous voyez assez bien, si vous avez lu l'encyclique, ce que je veux dire. Mais si vous voulez, ça me fait un peu l'effet d'une encyclique sur la famille, qui ne parlerait que des cas où les pères de famille tapent sur leurs femmes, sont pas là à la maison, font souffrir leurs enfants, etc. Ça existe, évidemment. Mais il me semble que le problème central, c'est plutôt de savoir quel est le rôle que peuvent avoir ces entités-là. Elles peuvent avoir un rôle négatif, il n'y a pas de doute, mais si elles peuvent avoir leur rôle négatif, c'est parce qu'elles ont fondamentalement un rôle positif, c'est-à-dire qu'elles servent à quelque chose. Elles servent à fabriquer des biens et des services, à faire vivre des gens
mieux que ce qu'ils vivaient avant, et ce rôle est fondamental, et on ne peut les critiquer sur le rôle mauvais que si on l'inscrit dans un cadre où on voit à quoi elles servent. À ce moment-là, il est possible de dire, écoutez, là vous faites un truc qui n'est pas bien, mais vous devriez faire telle autre chose. Or, il est parfaitement évident que dans le monde où nous sommes, où on sera bientôt à 7, 8, 9 milliards d'habitants, il n'y a pas de solution possible, quelle que soit l'analyse scientifique, on ne va pas y revenir dessus, sans les entreprises, la technologie, le calcul financier, qui est descendu très violemment dans un passage de l'encyclique. Bon, il est bien évident qu'on peut utiliser le calcul financier pour maltraiter les travailleurs ou les clients d'une entreprise pour en tirer le maximum de fric. C'est évident qu'on va faire ça, mais il est en même temps évident qu'on ne va pas gérer des entreprises sans faire des calculs financiers et qu'on ne va pas expliquer aux entreprises qu'elles arrêtent de faire des profits, parce que ça veut dire faire un profit, ça veut dire que la valeur de ce que vous vendez est supérieure à la valeur de ce que vous avez consommé. En général, c'est plutôt une assez bonne idée, ça me paraît éminemment écologique dans son principe, et en tout cas, c'est une garantie de survie de l'entreprise. Donc, elle doit faire ce calcul. Alors après, est-ce qu'elle le fait mal? Possible, mais à ce moment-là, pour montrer qu'elle le fait mal, il faut montrer à quoi ça sert. Et donc, malheureusement, on n'a pas cette analyse-là. J'en dirais autant du marché. Alors là, le grand méchant marché, évidemment. Moi, je suis à l'Association française des marchés financiers, donc je vois un petit peu ce qui se passe. Je vois très bien les dysfonctionnements nombreux qui peuvent affecter les marchés. Et je prends deux exemples dans l'encyclique qui me paraissent étranges. Il y a un exemple où il est expliqué que des associations de consommateurs ont fait des campagnes pour boycotter certains produits d'entreprises qui se comportaient mal, où les produits n'étaient pas bons, etc. Et il est dit, voilà, sous la pression et la violence, les entreprises ont été contraintes de céder. Donc il y a les méchantes entreprises et les gentils consommateurs. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des associations qui ont dit, telle entreprise fait quelque chose qui n'est pas bien, le produit n'est pas bon, donc réagissez en ne l'achetant plus et en demandant autre chose. Excusez-moi, mais c'est un fonctionnement de marché, ça. C'est par le marché que s'est passée cette information-là. Mais pourquoi à ce moment-là ils mettent ce vocabulaire contrainte, obligé d'eux, etc., pour laisser entendre que forcément l'entreprise était mauvaise et que le marché, lui, a fonctionné, mais on ne le reconnaît pas. Un autre exemple est quelque chose qui me paraît très important, qui est le marché du carbone. Là, vous savez que si on accepte toujours l'analyse effectivement dominante selon laquelle il y a un besoin de réduire les émissions de carbone, pour réduire les émissions de carbone, il faut agir d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut faire des règlements pour faire des interdictions ou des plafonds, où on peut fixer le prix du carbone. Et fixer le prix du carbone, on peut le faire autoritairement ou le faire par un marché. Si on le fait par un marché, quel avantage on a? L'avantage, c'est qu'on se fixe un niveau d'émission, et ensuite, on laisse le marché établir le prix. L'énorme avantage sur une fixation administrative, c'est que ce prix sera au niveau qui permettra aux utilisateurs de ces droits à émission de se fixer globalement au niveau que l'on vivait, puisqu'on a distribué ces droits en fonction de la cible que l'on avait. Si en revanche on le fixe administrativement, on va mettre un comité d'experts, soumis d'ailleurs à des pressions politiques, et il va aboutir ou à un prix trop élevé, et à ce moment-là on restreint inutilement l'activité, ou à un prix trop bas, et à ce moment-là on pollue trop parce qu'on voulait. Donc le marché est plutôt un instrument complètement adapté. L'Europe a essayé d'en mettre en place un, mais comme beaucoup de choses que fait l'Europe, ça n'a pas été très réussi techniquement. Ça n'a rien à voir avec le marché lui-même, ça a été mal monté. Mais la Chine est en train d'en lancer un, et il existe dans plusieurs des États américains et des États-Unis. Donc, une personne comme Jean Tirole reconnaît que c'est le moyen le plus adapté pour essayer d'établir le prix du carbone. C'est démoli en 4 lignes dans l'encyclique sur le thème « Ah, c'est un marché, donc il y aura des spéculateurs, donc c'est mauvais ». C'est le type d'approche, à mon avis, qui n'est pas positive. Si on donne une leçon à quelqu'un et qui fait le mal, il faut lui dire « tu fais le mal ». Mais il faut lui dire en même temps « va et fais le bien ». Le bien, c'est autre chose. Le bien, c'est ce qui suit. Là, en l'espèce, un marché peut agir dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que, comme le notait très justement Benoît XVI dans Caritas in Veritate, un marché est composé de personnes physiques ou morales, qui interréagissent. L'interaction entre ces personnes va directement dépendre des règles du jeu du marché, certes, mais surtout des priorités des personnes. Donc ce qui est absolument vital, c'est les priorités des personnes. Et là, on a un message fondamental dans l'encyclique, on l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, qui est un message moral ou éthique. Et là, l'encyclique envoie le bon message.
C'est-à-dire, elle nous réveille en nous disant, il y a une maison commune, vous en êtes responsable, moi j'y ajouterai, vous, chef d'entreprise, financier ou autre, vous en êtes particulièrement responsable, donc vous devez prendre ces responsabilités sur vous, mais pour prendre ces responsabilités sur vous, il faut analyser vos réalités d'entreprise, analyser vos réalités du marché, analyser vos réalités financières et discerner quelle est la bonne conduite de la vertu de prudence. La vertu de prudence, ce n'est pas la vertu de quelqu'un qui lance des anathèmes d'en haut, c'est la vertu de quelqu'un qui regarde concrètement dans la situation où est le bien pour pouvoir le mettre en œuvre. Et donc je pense que sur ce plan-là, il y a un besoin de rééquilibrer le message, non pas dans son intention fondamentale, ultime, qui est juste, la notion de maison commune est juste, la notion de responsabilité et de devoir éthique dans l'économie est juste, mais ça suppose, bien entendu, d'analyser les réalités et ne pas prendre un pan entier de réalité qui est de loin le plus important dans l'activité sur la planète et en ne le traitant que de façon négative. Donc, je veux conclure aussi sur un message positif à ce point de vue-là, mais pour exprimer que tel que le produit a été fait, peut-être pas trop de rapidité, j'en sais rien, il est quelque peu déséquilibré. Je rajouterai, alors sur un sujet complètement différent, mais je voudrais reprendre ce qu'en disait un monsieur par là-bas qui n'a pas pu terminer, qui est le problème de la démographie. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est quand même un des problèmes de l'encyclique. L'encyclique dit, d'un côté, il y a des limites. Et elle dit qu'il faut agir en fonction de ces limites. Et elle dit, de l'autre part, il y a un droit des familles à avoir autant d'enfants qu'ils veulent. Tout ça est conforme à la doctrine sociale, évidemment. Simplement, pour l'écrasante majorité des gens, notamment écologiques, mais pas uniquement, c'est contradictoire. Donc, il aurait fallu traiter le sujet, c'est-à-dire de dire, bon, ben voilà, il y a deux réalités, il y a un conflit entre deux soucis, apparemment, mais la voie de sortie est la suivante. Je pense qu'il y a des voies de sortie, c'est-à-dire que, comme l'a dit le pape de façon très imagée à notre mouvement, catholique se reproduisent pas comme des lapins. Donc, apparemment, il n'est pas sur l'hypothèse de la croissance démographique illimitée. Donc, il y avait à ce moment-là à développer un rapport entre les deux de manière à donner un visage d'ensemble cohérent. Si on a une approche holistique et globale, comme le recommande le pape, il faut traiter tous les aspects du problème. Le problème démographique est un aspect important. Et je le rapproche un petit peu de l'aspect entreprise et autres, c'est-à-dire, c'est un peu ces angles morts qui affaiblissent le message parce qu'ils ne traitent pas un problème tout à fait essentiel ou ne le traitent que partiellement. Et malheureusement, ça affaiblit le message principal qui, lui, est tout à fait fondamental. Merci beaucoup.